Critique, puisqu'en fait le 10 janvier 2020, il y a l'ensemble de notre site de production, qui est aussi notre centre logistique, qui a brûlé. Eh bien, on va passer le même petit scan avec vous, mais c'est sûr que premièrement, peut-être, Georges, je vais me tourner vers vous. À la problématique de la crise, Realco, elle a vraiment une double difficulté, c'est que vous aviez vécu un autre événement juste avant qui était pas moins critique pour vous. Et probablement plus critique, puisqu'en fait le 10 janvier 2020, il y a l'ensemble de notre site de production, qui est aussi notre centre logistique, qui a brûlé. On ne sait toujours pas pourquoi, mais tout a brûlé, donc plus de stock, plus moyen de produire nos produits, donc plus rien du tout. Et c'est vrai que ça nous a plongé dans une crise très forte. On a cru qu'on tomberait en faillite, on s'en est relevé, on n'est pas tombé en faillite, mais on a dû se battre pour ça. Et on s'est serré les coudes, on a eu énormément de solidarité en interne, mais aussi en externe. L'Alliance, par exemple, nous a beaucoup aidés, et le parc scientifique de Louvain-Neuve nous a beaucoup aidés. Donc, ça a vraiment fait aider de tous les côtés. En interne, tout le monde a travaillé à d'autres tâches. Ça a été un peu vie ma vie pour tout le monde. Donc on s'est retrouvé dans un autre centre logistique. Tout le monde a fait la manutention, l'ensemble des employés, le marketing, commercial, administratif, R&D. Et à l'inverse, les ouvriers sont venus aider à monter des foires, parce qu'on a continué, on voulait toujours faire face à nos clients pour garder les clients, mais sans produit. Et donc ça a duré 2 mois. Au fur et à mesure, on a trouvé des solutions. On a trouvé 8 sous-traitants, chez qui maintenant on sous-traite toujours, parce que notre usine n'est pas encore reconstruite. Et donc, mi-mars, un peu catastrophe, alors qu'on était devenus très très proches, on nous forçait de s'éloigner. Et ça, c'était un vrai choc en fait, de couper court à notre solidarité, à notre travail qui portait enfin ses fruits. Donc les équipes sont un peu perdues, elles se retrouvent en télétravail, et puis elles ont quand même donné, déjà il y a eu un coup d'adrénaline, elles ont dû réagir toutes ensemble. Et à ce moment-là, vous disiez, il y a quand même eu un petit moment où vous vous êtes demandé quoi en fait. Il y a eu plusieurs coups de mou, mais c'est sûr que le télétravail, enfin le fait de devoir rester chez soi a vraiment signé le premier arrêt, je dirais. Bon, on s'en est relevé. Et une des choses dont on est fier dans la gestion de ce premier télétravail, c'est qu'en fait, on a laissé, sur base volontaire, sur base de la confiance, chacun décider quelle était la part de chômage partiel qu'il devait faire en fonction de la charge de travail et en fonction de la charge des enfants. Puisqu'évidemment, on se retrouvait chez soi, dans la première vague, avec des enfants chez soi. Si vous vous rappelez, moi j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Et je n'étais pas le seul. Et donc on a fonctionné comme ça, et tout doucement, je pense qu'on a retrouvé un nouveau mode de fonctionnement, et ça a été. Mais les 2 premières semaines ont été très difficiles. Ok, merci. Alain Pajot, chez vous également, c'était à l'arrêt, il n'y avait plus de foires et salons. Donc quelles difficultés par contre vous avez rencontrées en premier? Ouais, je ne vais pas être très original, hein, quand en mars tous les salons s'arrêtent, 70% de notre activité. Il y a le feu, il y a le feu à la baraque, comme on dit, hein, donc la survie de l'entreprise est en jeu. Et alors il y a 2 axes qui se dégagent assez rapidement. Un premier axe qui est de dire ok, qu'est-ce qu'on doit faire pour passer ce cap, pour survivre. Et c'est quand même essentiellement les dirigeants qui ont pris cet aspect-là en main, avec nos partenaires financiers, avec des décisions douloureuses en termes de réorganisation de l'entreprise. C'était inévitable, donc on a vécu un moment de deuil il y a un peu plus d'1 an maintenant dans l'entreprise. Et en parallèle, très vite, les équipes ont montré beaucoup de volonté de résistance et de résilience. C'est le thème de la soirée. Résistance parce que très vite des initiatives sont prises dans le cadre du Covid pour fabriquer des displays, des présentoirs, des displays plexi, etc. qu'on vend d'abord à nos clients pharmaciens, puisqu'on fait de l'aménagement de pharmacie, et puis ça prend du volume, de l'ampleur. Alors c'était pas très représentatif par rapport au chiffre d'affaires qu'on avait perdu, mais ça donne tout de suite le tempo et vraiment la foi qu'on est capable de relever ces challenges. Et en parallèle, on a initié avec 10 volontaires de l'entreprise, ils ont fait une formation en créativité très intensive pour venir finalement au mois de juin 2020 avec 7 nouveaux projets pour l'entreprise.
qui ont été présentés à l'ensemble de l'entreprise. 3 ont été choisis, 2 sont toujours en vie aujourd'hui. Et donc, sur 3 mois ou 4 mois, on a à la fois passé un cap douloureux de réorganisation, mais à la fois semé très vite les jalons du futur, sachant évidemment que pour nous, comme dans d'autres métiers, on a fait 50 business plans en disant les stands vont reprendre en juin, ah ben non, pas en juin, en septembre, ah ben non, pas en septembre, en décembre, et voilà, et ils n'ont toujours pas repris. Ok. Georges, je voulais vous demander, vous, alors au niveau des actions, il y a eu aussi des choses qui ont été précipitées. Il y avait comment dire, des départements où vous pensiez aussi les arrêter. Et puis finalement, il y a vraiment beaucoup d'actions qui ont été précipitées et que vous avez dû mener un peu plus rapidement que prévu aussi. Et puis aller vers des axes primordiaux pour vous. Alors c'est sûr que les crises sont souvent des accélérateurs de mutation, je dirais. Et chez nous, ça a été le cas. Par exemple, le petit pic, c'est l'investissement dans le digital. Je ne suis pas le seul, mais je pense que c'était le cas de beaucoup. On a dû investir beaucoup plus dans le digital, et c'était tous les plans qu'on avait, mais qu'on a accéléré. Et donc, aussi, la prospection commerciale n'était plus possible. Et donc, on a fait beaucoup plus de webinaires. Et au webinaire, les commerciaux faisaient des webinaires avec le marketing. Et donc, on atteignait, en fait, c'était beaucoup plus efficace en fait, que la prospection. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment appris. On a aussi mis en place un webshop, enfin une boutique en ligne, comme chez Luxus par exemple. On a également mis nos produits à disposition sur des plateformes en ligne, mais qui ne sont pas les nôtres. Et aujourd'hui, on est présent sur 5 ou 6 plateformes web de vente en ligne, sur lesquelles on n'était pas avant. Donc c'est vrai que ça a vraiment accéléré toute une série de projets. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a peut-être encore quelque chose que vous vouliez partager, Alain? Parce que c'est vrai qu'au niveau des choses à mettre en place, ou est-ce que vous semblez... Oui, en fait, dans cette phase, il y a, donc je disais, on avait 30% d'activité qui n'a pas été impactée et sur laquelle on a vraiment mis le boost commercial, et l'autre partie qui était à l'arrêt. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le vie ma vie, le changement, je change de métier. Donc, des commerciaux qui étaient néerlandophones, qui étaient actifs dans le stand, ont commencé à vendre des pharmacies en Flandre. On a créé, comment dirais-je, donc 2 nouvelles business units, et on a développé 2 projets from scratch dans le monde du futur du travail. Donc, d'abord le travail à domicile, on a beaucoup parlé de télétravail, et donc on a développé une solution de bureau à mettre dans le jardin qui s'appelle le Nest Office, qui sera bientôt exposé au Off à Wavre, et en même temps sur l'aménagement des lieux de travail du futur, puisque c'est notre métier, l'aménagement. Et on s'est aussi rendu compte que ça nous amenait très rapidement, puisqu'on est dans un chemin de gouvernance collaborative chez Concept Expo. On a acquis une expérience par rapport à ça, et on se rend compte que dans le monde du travail, les lieux de rencontre vont être extrêmement importants, et on a des opportunités qui se sont ouvertes non seulement en venant avec des aménagements, mais aussi avec du changement de gouvernance au sein des entreprises, donc des choses qui étaient complètement insoupçonnées avant la crise, bien entendu. Et en ce qui vous concerne, les équipes, comment ça s'est passé chez vous? Elles étaient déjà soudées au départ aussi, mais comment est-ce qu'elles ont réagi pour le moral? Alors on a eu plusieurs éléments. Évidemment, la restructuration a été assez difficile, mais on était très transparent sur la situation. Et on a quand même senti beaucoup d'énergie. Donc il y a déjà beaucoup d'autonomie dans les équipes avant la crise. Et elles ont pris les choses en main très très rapidement, en donnant beaucoup de support évidemment aux équipes qui, elles, avaient du boulot encore. Et bien entendu, on a une grande difficulté quand même, c'était chez nous de gérer 2 niveaux d'activité très différents, donc à la fois du chômage économique total ou partiel, et une activité de production, de fabrication qui tournait à plein régime. Et donc en termes de gestion, pour nous et pour les équipes, c'était parfois difficile à gérer. Je crois que c'était la principale difficulté, mais vraiment les énergies étaient vraiment là. Elles ont porté les projets nouveaux de l'entreprise, ou le développement des projets déjà en cours. Ouais. Et Georges, chez vous aussi, il y avait au départ, vous m'aviez dit que dans les équipes, c'était difficile. Ceux qui pouvaient continuer à travailler, ceux qui ne pouvaient plus, qui devaient rester chez eux ou étaient en télétravail ou étaient arrêtés. Mais paradoxalement aussi, on parlait de qualité de vie. Vous leur avez laissé, et ça c'était révisable, comment on dit non, on pouvait le rediscuter chaque semaine.
ils pouvaient choisir, tiens, cette semaine, je reste auprès de mes enfants, mais la semaine prochaine, je travaille full, par exemple, et ils pouvaient chaque semaine décider de ça. Ça, c'était... Oui, ils pouvaient décider toutes les semaines. Ça, c'est aussi, il faut dire, c'est que la loi a changé. Donc l'administration, pour une fois, nous a aidés. Donc c'était beaucoup plus facile. Le chômage technique pour force majeure était beaucoup plus flexible et beaucoup plus facile à mettre en place. Donc on l'a utilisé pour pouvoir le changer toutes les semaines. Mais je crois qu'il n'y a personne qui a décidé de faire une semaine full, une semaine pas du tout. C'était plutôt du 2/5e, 3/5e, 4/5e en fonction des activités, parce qu'on a plusieurs business units. Il y en a qui avaient beaucoup plus de travail, il y en avait qui avaient plus de travail du tout. Puis il y en avait qui avaient beaucoup de travail et les enfants, et ils ne se voyaient pas travailler full-time avec les enfants à la maison, en fonction de l'âge des enfants, c'est parfois impossible. Donc voilà, on a vraiment laissé la flexibilité à chacun. Ok, merci. Alors, et si on dit après les nouvelles dispositions que vous allez garder ou mettre en place encore? Alors, on s'est basé en fait sur un questionnaire qu'on a envoyé à l'ensemble des collègues. C'était les questionnements sur les après-crises, enfin l'après-crise avec un S, en demandant qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut arrêter, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Et donc on a tiré un bilan assez complet de tout ce qu'il fallait faire. Les choses qui reviennent, je ne vais pas vous faire le bilan complet parce c'était long, mais la chose qui revenait en premier, c'était le télétravail. On avait très peu de télétravail dans le passé chez nous. On le permettait difficilement, ça provenait de la culture ancestrale de Realco, je dirais. Et on a décidé évidemment de rendre ça plus flexible. On avait une demande très très forte de l'ensemble des collègues. Beaucoup voulaient moins de télétravail que 100% évidemment, mais tout le monde ne s'imaginait plus vivre sans télétravail. Donc ça c'est une des mesures qu'on est en train de prendre. Maintenant évidemment on n'a toujours pas changé le cadre par rapport aux premières vagues, donc on est toujours dans la même règle que chacun fait comme il veut pour le télétravail, mais c'est sûr qu'on va devoir mettre des règles en place sur le télétravail. Un autre élément, il y avait beaucoup de choses qui ressortaient par rapport aux ressources humaines, la gestion des ressources humaines. Et puisque l'humain est devenu vraiment au centre de nos préoccupations, on a aussi compris que c'est ça qui nous avait sauvés, c'est vraiment les liens affectifs et sociaux entre nous. On a accéléré la mutation vers un management plus collaboratif. Donc j'ai aussi entendu ça pour Concept Expo. Et on a aussi tout simplement engagé une personne pour s'occuper des ressources humaines. On avait grandement besoin. On s'en passait depuis des dizaines d'années. Ben là, on a fait le pas. On a investi dans une gestion des ressources humaines. Super, merci à vous. Alain Pajot, vous, pour demain, les nouvelles dispositions, il y a les choses que vous allez conserver aussi Oui, bien entendu, puisque en fait, comme on l'a dit, une crise, ça accélère des tendances. Donc notre métier historique, on savait que le digital allait progressivement, pas le remplacer, parce qu'on croit beaucoup à l'avenir des lieux de rencontre, mais en tout cas le compléter. Et donc ça nous a obligés à ces 2-3 derniers mois, parce qu'on a vraiment mis le stand de côté, à part les relations clients qu'on a maintenues, mais nos clients eux-mêmes étant tellement dans l'expectative, sans savoir ce qui allait se passer, donc étaient plutôt en attente. On a vraiment réfléchi les 2-3 derniers mois à comment on allait réinventer le stand du futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a voulu ne pas recommencer comme c'était avant, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est une décision très difficile dans un métier qui est le métier historique. Et en parallèle, évidemment, on a testé notre capacité, même si je parlais d'Est-Office, aménagement de bureau, c'est le début, mais on a beaucoup de convictions par rapport à ça, du rôle qu'on peut jouer en tant qu'entreprise dans le futur du travail. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois dans l'entreprise, on a testé notre capacité à nous-mêmes développer nos projets du futur, alors que historiquement, nos clients, on travaille sur des projets clients, ce qui était tout à fait nouveau. Et donc notre enjeu aujourd'hui, puisque on pense, s'il n'y a pas de nouveaux éléments, que l'activité stand va reprendre doucement, mais en septembre, c'est de laisser de la place à tout ce qu'on a développé, parce qu'un autre enseignement, c'est que notre activité principale, historiquement, mangeait un peu les autres, parce qu'elle avait la priorité inconsciemment dans l'entreprise, et qu'en fait, le fait que la crise l'ait complètement arrêtée a laissé de la place à d'autres choses. Et donc ça, c'est un enseignement incroyable pour nous. Et l'enjeu, c'est cette capacité à conserver et à garder de la place pour nos nouveaux projets quand le stand va reprendre en septembre, normalement. Merci. Oui, c'est vrai que les changements, ils seront organisationnels, peut-être structurels, et il y aura une adaptation. En tout cas, on va le voir à l'avenir aussi. Écoutez, je vous remercie vraiment aussi tous les deux d'avoir témoigné aujourd'hui. J'espère que pour vous aussi, c'était riche en enseignements, et ça aussi, ça donne du courage pour d'autres entreprises qui vivent des choses aussi semblables
à ce que vous vivez en tout cas. Merci beaucoup.